Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff et nous recevons aujourd'hui Driss Ghali, essayiste et conférencier, auteur de Une contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Une contre-histoire de la colonisation française. Driss Ghali, il a, je dirais, l'avantage, à part son talent, d'appartenir à trois civilisations, mais quelque part, oui. Il est franco-marocain. Il est né au Maroc, je crois, c'est bien cela, Driss Ghali. Vous partagez entre le Maroc, la France et le Brésil, où vous travaillez. Et je dirais vraiment, je le dis, je dis pas ça tout le temps, loin de là. C'est un livre capital que vous avez écrit sur cette contre-histoire, parce que sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, vous ne faites pas du manichéisme, vous dites pas, voilà, d'un côté les bons, d'un autre côté les méchants, d'un autre côté, voilà. Vous ne dites pas cela, vous dites, écoutez, essayons de regarder l'histoire, justement, sans œillère, sans avoir une réalité préconçue, sans avoir votre perception de la réalité et non pas le sens de la réalité. Et vous le dites vous-même, oui, je suis pas un expert autoproclamé, je ne suis pas un militant ou un idéologue, je suis ce qu'on appelle un honnête homme, au sens renaissance du terme, et c'est pas mal, on en a besoin en ce moment, et vous revisitez, vous inventoriez, vous faites l'histoire, la vraie histoire de cette colonisation. Alors, vous concentrez, évidemment, vous parlez au début d'une colonisation française qui a atteint l'Amérique, qui a atteint les tropiques et partout, mais vous vous concentrez sur l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et qui, effectivement, était au cœur de l'histoire, en tout cas, depuis un peu plus d'un siècle, oui. et vous le racontez très bien. Vous racontez les traites négrières, vous racontez la colonisation, et surtout, Driss Ghali, ce qui est vraiment intéressant, c'est que de part et d'autre, vous dites, attendez, on va arrêter le masochisme et la repentance permanente, et beaucoup de gens qui mettent l'huile sur le feu, et d'un autre côté la victimisation permanente, parce qu'on est autre chose que ça, que ce soit justement les Africains, etc. Et j'ai interviewé un certain nombre de gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sont effectivement pour la revendication de l'indépendance et pas ce rejeter sur la faute aux autres. Depuis 60 ans, il s'est passé des choses. Donc, en fait, cette contre-histoire, c'est pour dire qu'il y a eu une histoire qui a été biaisée de la colonisation française. Biaisée et surtout extrêmement simplificatrice. La colonisation française a eu des aspects très drôles, même hilarants, parce que le colonisé, l'indigène, s'est vengé. C'est-à-dire expliquer, parce que c'est marrant, drôle, hilarant, le colonisé qui se venge, on n'a pas l'habitude d'entendre ça, là. Vous avez eu des mariages mixtes en Indochine, ou même en Afrique. Vous avez eu la vengeance de la femme, parce que qu'est-ce que c'est coloniser? C'est dominer, repeupler. Et dans la domination, il y a « je te prends tes femmes ». C'est vieux comme le monde, hein. Ce ne sont pas les Français qui ont inventé ça. Absolument. Et bien avant l'Occident. Bien avant l'Occident. Les femmes étant un butin de guerre dans l'imaginaire de nos pauvres mortels que nous sommes. Et les femmes vietnamiennes se sont souvent vengées de leur mari français, naïfs, cartésiens. Les enfants, souvent de ces mariages mixtes, étaient kidnappés par les familles indo-chinoises pour être élevés à la vietnamienne. À la vietnamienne, oui. D'où des drames extraordinaires. Hein. Vous avez eu des maladies vénériennes. La moitié des blessures, si vous voulez, des soldats français en Indochine, entre 1860 et 1880, c'est-à-dire au moment de la conquête, la moitié, c'était la syphilis. C'est fou, ouais. Vous avez des histoires d'homosexualité. La vengeance du boy vietnamien, c'était l'amour homosexuel avec l'officier français. Ouais, c'est la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait ça en Afrique aussi. Il y a eu ça en Afrique aussi. Il y a eu la mousseau, comme on disait, la femme africaine. Il y a eu Albert Londres en parlait, du drame des enfants métis. Rejeté entre deux mondes et tout ça. D'accord. Mais alors, au-delà de ça, en fait, ces narratifs qu'on entend depuis très longtemps, d'un côté, effectivement, on disait, oui, mais les Lumières, on pensait apporter la civilisation et les Lumières, Jules Ferry, etc., hein, on le sait. Et d'un autre côté, on dit, voilà, l'Afrique, c'était un paradis absolument terrestre avant que n'arrivent ces horribles prédateurs, colonisateurs, occidentaux, blancs, etc. Ce
n'est vrai ni d'un côté ni d'un autre, Driss Ghali. Au fait, tout à fait. Notre génération aujourd'hui est désespérée pour s'indigner. On veut s'indigner. Donc, c'est devenu une vocation. Vocation parce que nous sommes impuissants. Le climat change malgré nous, l'Europe se fait malgré nous, Davos décide malgré nous, on vote, on n'est pas représenté, on vote au référendum, on nous dit le contraire sera fait. Donc la machine, on a besoin de s'indigner parce que ça permet d'agir. C'est l'arme du faible, l'indignation. Donc on veut détester. Alors on déteste Lyautey, Colbert. C'est presque un fonds de commerce, c'est devenu un fonds de commerce. Un fonds de commerce, et bien sûr c'est un fonds de commerce, mais c'est populaire, parce que les gens se sentent impuissants, donc ils préfèrent... voilà. Et en réalité, on s'intoxique nous-mêmes. Et on est aidé par certains grands intoxicateurs. L'Afrique, l'Indochine, le Maghreb, avant l'arrivée des Français, c'était l'enfer. L'enfer. Carrément. L'enfer. Ouais. Le Maghreb était un coupe-gorge, c'est-à-dire on ne pouvait pas faire 100 km sans se faire agresser par les pirates, les bédouins, enfin, au Maroc, il fallait payer la route. Hein. On appelle ça... carrément. Ah oui. Ouais. Même le sultan, dans certains moments, il ne pouvait pas faire la route Marrakech-Fès. Il fallait payer ou passer par un grand détour par Kénitra-Rabat. D'ailleurs, vous avez toute une industrie du péage qui était soit gérée par des seigneurs locaux, soit par les shérifs de Ouazzane, notamment. Aujourd'hui, c'est les grandes sociétés. Aujourd'hui, c'est d'État au Maroc. Voilà, bon. Mais voilà, c'est le péage. C'est le péage. Et le sort de la femme, etc. etc. Enfin, la femme n'existe pas, c'était une marchandise. Ouais. Les femmes mouraient en couche. Qui a amené la gynécologie? C'est la France. En Afrique, vous aviez l'esclavage domestique. Des Noirs par les Noirs. Au Maroc, vous aviez des esclaves noirs. Il y avait des marchés aux esclaves que les Français ont interdits en rentrant à Fès et à Marrakech. À Alger, à Tunis, c'est pareil. En Indochine, vous aviez l'extermination, plutôt le grand remplacement du peuple khmer par les Vietnamiens. Le Cambodge a applaudi les Français. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, c'était une situation terrible. Je ne justifie pas la colonisation, mais elle n'a pas interrompu un processus civilisation qui était extraordinaire. Oui, et ça n'a pas été la régression que l'on dit. Non, en fait, il y a eu... Au fait, pourquoi on a du mal à appréhender ça? Parce qu'il y a eu un coup de poing et un coup de main. Bien sûr, pour conquérir un pays, il faut tuer des gens. Malheureusement, enfin, je le regrette. D'ailleurs, pour faire la Révolution française, on a fait couler beaucoup de sang. Et personne ne va reprocher maintenant à la Révolution française ces crimes. Le génocide des Vendéens, tout ça, on n'a pas la décapitation des innocents. Donc il y a eu un coup de poing, la guillotine et tout ça. Il y a eu un coup de poing et un coup de main. C'est ce que disait Lyautey. Il disait, bon après Lyautey, il faisait aussi sa propagande, mais il disait la conquête coloniale est une guerre économe en vie et une guerre qui construit. Il disait contrairement aux guerres d'Europe qui détruisent, pensez à la Première Guerre mondiale, la conquête coloniale construit parce que je te soumets et tout de suite on va construire ensemble un nouveau pays. Le Maroc est le cas extrême d'une co-construction. La colonisation du Maroc, la conquête, est un partenariat franco-marocain. Les gens qui ont conquis le Maroc, ils l'ont fait au nom du sultan et au nom de la France. D'ailleurs, il y avait des soldats du sultan dans les troupes de conquête. En Algérie, c'est différent. Et d'ailleurs, l'Afrique a été conquise par les Africains. On nous dit Faidherbe, Begalini, tout ça, mais l'élément blanc était minoritaire. L'essentiel des soldats, c'était des gens... Des Noirs, et qui se vengeaient de leurs anciens chefs, de leurs anciens... C'est ça. Voilà. Il y avait des comptes à régler entre tribus, entre peuples. Entre peuples, absolument. Voilà, les Dogons, les Bambara, même au Vietnam, vous avez des peuples des montagnes qui ont... En fait, il y a eu un narratif, d'ailleurs, entretenu par pas mal d'Occidentaux, à la mémoire courte ou à la conscience plus ou moins fléchissante, qui ont dit, mais oui, mais c'est ça, nous on a été... et on va reparler du crime contre l'humanité, hein, mais ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous remettez toutes ces pendules à l'heure en le montrant. Vous ne prenez pas parti, vous montrez ce qui s'est passé, Driss Ghali. On va continuer à en parler, cette contre-histoire de la colonisation française, après cette petite pause. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Restez bien avec nous pour ce face-à-face avec Driss Ghali, essayiste et conférencier, auteur d'une contre-histoire de la colonisation française. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. A tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
je ne suis pas le seul, effectivement. Vous l'êtes aussi, auditeur de Sud Radio. Et Driss Ghali qui écrit la contre-histoire de la colonisation française pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est un livre passionnant, je vous le redis. Driss Ghali, on a parlé, effectivement, vous dites, oui, l'Afrique, par exemple, et autres, n'était pas le paradis terrestre où tout le monde, hommes, femmes, vivait magnifiquement. Vous parlez de la misère, vous parlez de la violence, qui était aussi, évidemment, en France et ailleurs. Mais enfin, je veux dire, il n'y avait pas, encore une fois, ce mythe du paradis terrestre détruit par les méchants, etc. Mais alors, comment pourrait-on, justement... Et parlons-en un peu de cette colonisation et concentrons-nous peut-être sur l'Afrique du Nord et sur l'Afrique subsaharienne, bien sûr, où la France a eu, il a eu ailleurs aussi, l'Empire français, mais là, il a eu quand même une présence très, très, très forte. Et vous diriez que d'un côté, vous avez parlé le poing et la main, vous diriez que d'un côté, effectivement, il y a eu, oui, des crimes, des atrocités, enfin des exactions, et Dieu sait, mais il y a eu aussi une construction. Et comment ça se fait que 60 ans après les indépendances, plus de 60 ans aujourd'hui, on soit encore à polémiquer, mais à longueur de journée, que sur le mal des uns, le mal des autres, la société, etc. Il faut rattraper, il faut arrêter, il faut se venger. Et puis, vous entendez aujourd'hui, les gens disent, oui, vous nous avez colonisés, ben on va vous coloniser. C'est quoi cette espèce d'extraordinaire et hystérique et délirante chape de plomb qui est toujours là? Plusieurs facteurs, il y en a 2 ou 3 qui sont très importants. Le premier, c'est que les indépendances ont été gâchées par les anciennes colonies, par les pays du Sud. Si l'Algérie était un pays riche, et elle est riche, hein, avec le pétrole qu'elle a, oui. Si l'Algérie était devenue un Dubaï, vous n'auriez pas eu de problème de repentance en France ou de discours. Pareil pour l'Afrique subsaharienne. Le Vietnam qui travaille, il ne demande rien. Vous n'entendez pas les Vietnamiens défiler à Paris pour dire... oui, et Dieu sait s'ils ont été bombardés et nabalmisés par les Français d'abord, les Américains ensuite. Tout à fait. Donc, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est que la France n'a pas été sérieuse aux colonies. Je l'ai toujours dit dans ce livre. La colonisation est une idée impulsive qui est née... dans des circonstances très, très spéciales, la perte de l'Alsace-Lorraine. La France est partie aux colonies sur une impulsion, pour se consoler. C'était une thérapeutique. Alors, très important, parce que vous le dites, ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour des raisons d'abord économiques. La France était riche, déjà, et surtout, elle était sous-peuplée. Les Anglais, ils ont colonisé le Botswana, l'Afrique du Sud et les États-Unis, parce qu'ils avaient un excédent démographique énorme. Plus de 20 millions ont été envoyés de personnes. La France, et surtout les paysans français, ils avaient des terres, contrairement aux paysans anglais. Donc la colonisation a été une affaire d'élite, de certaines élites. Ces élites-là se sont, entre guillemets, amusées aux colonies. Elles ont fait un mythe colonial. D'ailleurs, Clémenceau parlait du rêve colonial. Hein, c'est Clémenceau. Oui. Hein. Et ce rêve parlait du bon temps des colonies. Bon temps des colonies. Et ce rêve colonial, on l'a changé. On l'a abandonné pour le rêve européen. Et personne n'a fait l'inventaire. C'est-à-dire, en 60-62, la gauche, qui a voulu le rêve colonial... Hein, oui, c'est la gauche qui a voulu le rêve colonial. La droite a suivi, par suivisme, la droite ne voulait pas des colonies. Pourquoi la droite ne voulait pas des colonies? Parce que la droite voulait le retour de la monarchie ou du bonapartisme en France. Elle a dit, j'ai pas de temps à perdre à envoyer les meilleurs soldats, qui sont des monarchistes, aller se faire casser la gueule à Tananarive, qu'ils restent à Paris pour la revanche contre la gauche. Et la gauche a dit, non, on va envoyer... Et la gauche a eu raison parce qu'elle s'est débarrassée des éléments révolutionnaires, des Lyautey, des Gallieni, des grands soldats qui auraient pu... fomenter quelque chose. En 1940, Vichy a eu lieu. Hein. La gauche avait raison. Hein. Attention, la France est un pays de guerre civile. Donc, la gauche a abandonné les tropiques pour faire l'Europe. Hein. C'est Guy Mollet, Mitterrand, l'amitié franco-allemande. Et on a délaissé nos cahiers. On a oublié. On n'a pas fait. Donc... on est le troisième point. Aujourd'hui, vous avez une immigration qui est une politique publique française. Et les gens qui voulu organiser, applaudissent, célébrer, fomenter, tout ça. Et ces gens-là qui organisent cette immigration, ils ont besoin d'arguments. Et ils vont voir les colonies pour dire, attendez les mecs, si les gens viennent nous envahir, c'est parce que nous avons envahi leur pays, nous l'avons détruit. Et moi, mon livre vient dire, attention, ces pays-là allaient mal, très mal avant la colonisation. La colonisation a fait du mal, mais elle a fait aussi du bien. Et de toute façon, elle est finie en 60-62 pour l'Algérie. Et le malheur du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, est un malheur local. Ce n'est pas Paris qui est responsable. C'est nous
qui avons des problèmes et qui nous dégoûtons notre jeunesse, au point où elle vient chez vous par bateau, par radeau. Oui, c'est ça. Et en disant, allez, vous nous avez colonisés, vous nous avez opprimés, maintenant c'est à notre tour, voilà, de nous venger des oppresseurs. Bien sûr, voilà. et c'est aussi la nature humaine qui est déprimante. C'est très facile de faire le mal. Moi, il me faut rire quand je vois mes amis de gauche ou progressistes qui disent la diversité, tout ça, mais l'altérité incite à la domination. Quand je vois quelqu'un qui est différent de moi, malheureusement, en tant que mortel, en tant qu'être humain, mon premier réflexe, c'est de dire, est-ce qu'il va me dominer ou je vais le dominer? Ah oui, vous mettez rapport de force. Vous êtes pessimiste, cher Driss Je Ghali. suis hobbesien, même si j'aime beaucoup Rousseau, mais je ne crois plus au mythe du bon sauvage. La lutte de tous contre tous. Oui, nous sommes comme ça. Nous avons le moment de la coopération. D'ailleurs, nous les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? Salam alaikum. Ça veut dire quoi? Ça veut Que dire la paix soit sur toi. Et je montre ma main. Mais... D'abord, je te dis, c'est pas la rasoir, je vais pas t'attaquer. Ensuite, je te montre la main. C'est ça, parce que le premier réflexe, c'est la méfiance. C'est normal, nous venons de mondes qui sont en guerre. Le problème en France, pays pacifié depuis l'ancien régime, on a oublié que l'homme est un loup pour l'homme. Mais nous, les Africains et les Maghrébins, nous venons d'un monde tribal où l'homme est un loup pour l'homme. Moi, vous savez, mon village, jusqu'aux années 40, était fortifié. Ah oui, carrément. Ah oui, le soir, on rentrait. Ouais. Parce qu'on se faisait rasier par nos voisins berbères. Donc c'est normal qu'on nous... Donc pourquoi je fais tout ce développement-là? Malheureusement, il y a plusieurs diasporas qui sont traversées par cette espèce de pulsion, d'être passion triste, de dire maintenant c'est à notre tour de commettre le crime colonial. Ben, je dis les gars, mais attendez, on ne peut pas reprocher aux Français d'avoir colonisé et nous-mêmes commettre le même crime colonial. Parce que là, c'est match nul. C'est sans fin, on peut le... Et puis franchement, moi je préfère servir mes intérêts, ceux de ma famille, que coloniser la France au nom du Maroc ou de l'Algérie. Ça sert à rien. En plus, même les fruits de la colonisation, s'il y en a, ils vont pas dans ma poche, ils vont dans les poches de nos gouvernants. Ça m'intéresse pas. Oui, bien sûr. Et puis, et comme vous dites, et vous le dites dans votre livre d'ailleurs, ça sert à masquer les vrais gouvernants qui sont aujourd'hui mondiaux, etc. Enfin, bien sûr, bah oui. Nous sommes aujourd'hui tous égaux devant la colonisation. Que l'on s'appelle Mokhtar, Mamadou, Jean-Pierre, Sandrine, nous sommes tous sujets d'une colonisation qui est made in Bruxelles, c'est-à-dire Berlin, parce que les Allemands, ils ont mis à jour leur logiciel, ils n'ont plus de Panzer Division, ils passent par les juristes de Bruxelles, la commission de Bruxelles. Absolument. Made in côte est américaine, l'État profond américain, made in Davos, made in China. Oui, tout à fait. Made in China. Made in, j'aime beaucoup les Turcs, c'est un grand peuple, mais made in Lougri de Turquie. Vous avez aujourd'hui une souveraineté turque en France. Je veux dire, vous avez les frères musulmans. Je veux dire, nous sommes tous victimes d'une colonisation. Donc moi, je veux être libre et prendre des décisions moi-même. Qui est existante et en pleine activité. Quoi. Et qui n'admet aucune contradiction. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue, votre livre, vous faites œuvre, je dirais, encore une fois, de réinformation, au vrai sens du terme, quoi. C'est-à-dire que vous dites, attendez, voilà ce qui s'est passé. Par exemple, juste un mot sur les traites négrières. On ne parle que d'une seule traite négrière, on néglige les deux autres. Moi, je veux bien, évidemment, que les Occidentaux et les Blancs ont été victimes d'exactions et d'atrocités. Mais pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi ne pas parler du reste? Parce que pourquoi deux poids, deux mesures? Parce que vous avez un projet aussi, aujourd'hui, immigrationniste, qui est un projet politique. On n'amène pas les immigrés en Europe pour leurs beaux yeux. On amène ça pour affaiblir les peuples européens, pour leur faire admettre la fin des classes moyennes et la fin d'État-providence. Parce que les peuples que vous amenez en France, j'en viens, nous n'avons jamais eu d'État-providence. Nous, au Maroc, jusqu'à la colonisation, l'État, on s'en est toujours méfié, parce qu'il nous a toujours enlevé ce qu'on avait. Ouais. On a toujours eu peur de payer l'impôt dans les pays d'Afrique et du Maghreb. C'est la France qui nous a appris à ce que l'État ouvre des dispensaires. Il n'y avait pas d'hôpitaux au Maroc avant la France. Oui, donc, et pas seulement au Maroc. Au Maroc, Algérie, Tunisie, l'Afrique. L'Indochine, c'était un peu différent, mais... C'est différent, oui. Mais... Ben, voilà, vous avez aujourd'hui pourquoi on ne parle pas des traites négrières musulmanes? Musulmanes, ça veut dire arabe, berbère, maghrébine, turc. Parce qu'on veut pas, on veut faire la chasse à l'homme blanc, parce que c'est lui qu'il faut remplacer aujourd'hui, c'est lui qu'il faut déclasser. Et ces traites négrières musulmanes, turques et maghrébines ont continué jusqu'aux années 1900-1920. Oui, bien sûr. Et très rapidement, l'homme blanc, il n'a pu se saisir. L'homme blanc est parti en retard par rapport aux Maghrébins pour la traite négrière. Parce que nous, les Maghrébins, nous passions par l'intérieur. Tombouctou, Gao, tout ça, la Mauritanie, beaucoup du Niger.
le Faisan libyen. Les Blancs n'avaient pas le droit d'accéder à l'Afrique parce qu'ils étaient nazaréens, catholiques. Vous n'avez pas le droit d'aller. Vous êtes passé par la côte africaine de l'Ouest, qui est infestée. À ce jour, c'était le pays des moustiques, le Libéria, tout ça. Et donc, vous avez commencé plus tard, et ce sont les Noirs qui vous ont livré leurs frères, des peuples de la côte et tout ça. C'est une traite africano-africaine, troisième traite négrière, enfin. Africaine. Bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai essayé de réinformer, parce que malheureusement, il y a des lobbies, il y a des intérêts qui se servent des bons principes. Enfin, tout le monde est contre l'esclavage. Bien sûr. Bien sûr. Mais ils manipulent l'opinion publique pour faire détester. Au nom des vertus, ils vicient. Puis un point, je suis désolé de dire ça à un oreille de grande écoute, la traite négrière musulmane a souvent castré les Noirs. Parce que nous devrions être, nous, au Maghreb et en Turquie et en Iran, des pays noirs, vu l'afflux. Et oui, pour empêcher de se reproduire, oui, il y a eu des millions de castrations. Des castrations, notamment, oui, il y avait des pôles de castration dans le fameux désert du Sahel, tout ça, aujourd'hui, avec Daesh et tout ça. Et nous avons gardé les femmes pour la reproduction, et les hommes ont été souvent castrés. C'est l'histoire. Et vous ne verrez, grâce à Dieu, aucun Marocain ou Algérien ou Libyen faire la repentance pour ça. Ça a eu lieu, mais il faut le reconnaître. Et puis voilà. On va continuer à parler de tout cela, et avec les auditeurs de Sud Radio, après cette petite pause. À tout de suite. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Vous avez la parole pour interpeller Driss Ghali sur son livre Une contre-histoire de la colonisation française. C'est au 0826 300 300. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous écrivez, Driss Ghali, dans votre livre La contre-histoire de la colonisation française. Vous dites ceci: l'histoire n'a pas commencé avec la colonisation et ne s'est pas terminée avec la décolonisation. Le mythe de la virginité rompue est une foutaise, tout comme la thèse de la persistance d'un traumatisme colonial après les indépendances. Et vous ajoutez, il dit, écrire cela, vous parlez de ce qui s'est passé avec le FIS, le GIA, les massacres des années 90, 100 000 morts de guerre civile en Algérie. Vous dites, écrire cela revient-il à relativiser les crimes de la France? Oui, peut-être, mais relativiser ne veut pas dire excuser. Vous n'êtes pas en train d'excuser la France et de la blanchir. La France n'avait aucune excuse pour coloniser. Relativiser veut dire resituer les faits dans une séquence historique, comme le ferait un enquêteur, ni plus ni moins. C'est très important de rappeler ça, parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs, et il n'y a pas assez de gens qui le font. Et puis, ce que vous dites aussi, relativiser, c'est enfin exiger de celui qui fait le procès de la France de faire la même chose devant un Erdogan pour les crimes odieux de l'Empire ottoman, puissance coloniale en Algérie, en Tunisie et dans tant d'autres pays arabes. Et c'est vrai qu'on ne voit pas quelqu'un, y compris que ce soit de l'Atlantique à la Méditerranée, demander des comptes à Erdogan de ce point de vue-là. Et puis voilà, vous dites, ça suffit, c'est pas ma faute, c'est la faute à Gallieni, à Bugeaud, etc. Et juste, je voudrais citer, avant d'aller plus loin, mais c'est très important, ce que vous dites, c'est ceci. Je vais être un peu long, mais je crois que c'est très important, c'est vers la fin de votre livre. Vous dites, si quelqu'un vous dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité, répondez-lui en citant les noms de quelques médecins coloniaux qui, avec 2 fois rien, ont sauvé l'Afrique. Parlez-leur d'Alexandre Yersin, médecin colonial qui a isolé le bacille de la peste, de Paul-Louis Simon, qui a découvert le rôle vecteur de la puce du rat, les médecins militaires Girard et Robic, qui mirent au point et testèrent sur eux-mêmes, le vaccin de la peste en 1932 à Madagascar. Parlez-leur du médecin colonial Légré, qui a inventé un vaccin contre la fièvre jaune à Dakar en 1927. Ou encore de Victor Lemoal, dit capitaine Moustique, médecin colonial qui a mené une lutte sans relâche contre les vecteurs du paludisme en Guinée. Racontez-leur l'épopée des médecins Jameau et Dumas à travers l'Afrique noire pour éradiquer la maladie du sommeil. Il y aurait tant à dire aussi au sujet du docteur Marchou, qui a réellement révolutionné la prise en charge des malades de la lèpre en Afrique. Et sans parler évidemment d'Albert Schweitzer, évidemment au Gabon, sur la dysenterie, la lèpre, etc. Donc vous dites, attendez, justement, tenez compte, en fait vous dites, on a 2 bras et 2 jambes, tenez les 2 bouts de la réalité. Tout à fait. C'est ça, Driss Ghali. Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi je dis ça ?
D'abord pour éviter les manipulations de droite et de gauche et le climat d'aujourd'hui qui est très pesant. On est toujours dans la recherche d'un Le bouc coupable. émissaire. Surtout si c'est pas moi. Personne ne veut te remettre en cause. Hein. C'est toujours la faute des autres. Moi, j'y suis pour rien, c'est lui. Voilà. Mais je veux dire ça aussi parce que il faut qu'on trouve un moyen de se remonter un peu le moral quand même, parce que tout nous rabaisse, quoi. Vous avez des grands Français, hommes et femmes, parce qu'on aurait pu parler des sœurs catholiques et autres, ou des institutrices, qui ont embrassé l'autre, qui n'avaient rien à y gagner, parce que ces médecins, souvent, ils ont ruiné leur carrière, parce qu'ils ont appliqué des techniques d'hygiène ou médicales tout à fait hétérodoxes, mais qui l'ont fait quand même. Donc, moi je dis aux jeunes Français d'aujourd'hui, vous descendez de ces gens-là aussi. Votre devoir est d'être comme ça, de vous lever. Parce que c'est très facile de dire, il y a une injustice, la colonisation, qu'est-ce que je fais? Je fais mes valises, je rentre à Paris. Eux, ils ne sont pas rentrés à Paris. Ils ont affronté les éléments. Et ils ont sauvé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les maladies, les moustiques, la lèpre, tout. Enfin, oui. Parce que voir ce que c'était la maladie du sommeil au Cameroun, le nombre de morts qu'elle a fait, la peste, la lèpre, les moustiques. Les moustiques. Et puis le manque de moyens. Ils n'étaient pas dans le CHU de Paris ou de Marseille. Ils n'avaient pas de moyens. Et on est dans les années 1920, 1930, 1940. Et surtout, dans le racisme ambiant. Leur abnégation est décuplée, parce que personne n'attendait qu'ils fassent ça. Parce qu'on leur dit, pourquoi vous vous occupez de ces gens-là, etc. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Et oui, allez-y. Non, allez-y. Driss Ghali, de ce point de vue-là, comment, à votre avis, faut-il apaiser les choses, ou au moins, la lucidité, c'est très important, dire les choses, c'est très important. Comment, un tout petit peu, apaiser les choses et sortir de ce climat totalement délétère et encore plus malsain du masochisme d'un côté ou de la repentance et de l'autre côté de la rancœur et des intégrismes? Est-ce qu'il y a une solution? Il faut qu'il y ait une solution, parce que sinon on va s'affaiblir tous. On va devenir comme le Maroc en 1912, avant l'arrivée de la France, ou l'Algérie en 1830, ou le Vietnam en 1860, je ne sais plus, enfin 60, 62, c'est-à-dire des pays divisés, où chacun regarde son nombril. Les Berbères regardent le nombril de Kabylie. Pourquoi le Maroc a été conquis aussi facilement? Parce que chacun regardait son nombril. Les Fassis regardaient son nombril, ils détestaient les Berbères. Je connais très bien l'affaire, je suis de la région. Vous aviez les Kabyles qui détestaient le reste. Vous aviez les confréries religieuses qui se détestaient les unes et les autres. Parmi les musulmans, en Afrique, c'était pareil. Les Peuls considéraient que les Bambara étaient des sous-hommes, et ainsi de suite. On arrive là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, on a des communautés en France qui se détestent et qui disent, voilà, toi, tu es fils de pétainiste, de génocidaire. Voilà. Il y a une fixation aujourd'hui chez mes amis français sur l'islam. Dès que vous dites l'islam, on a l'impression qu'on a dit un gros mot, le nazisme. Comme s'il n'y avait pas des islams et des communautés. Et des musulmans. Et des musulmans, bien sûr. Je me fais battre à Twitter par des amis de droite. J'ai envie de dire, mais les gars, on se calme. Enfin, je veux dire, je n'ai pas l'épée à la main. Pourquoi? Donc, comment il faut absolument conjurer ça. Dans l'histoire de la colonisation, il y a au moins deux choses qu'on puisse puiser. La première, c'est que, on a parlé des grands médecins, mais on aurait pu parler des grands Algériens, des grands musulmans, des grands Vietnamiens qui ont tendu la main à la France. Bien sûr. Parce qu'eux, ils ont vu, mon grand-père, il a vu les médecins français sauver les Marocains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé en 40 contre le nazisme. Et ils étaient 500 000 entre goumiers, dans l'armée française, maghrébins et tirailleurs sénégalais, enfin noirs, parce qu'on disait sénégalais, mais c'était des noirs du Sahel, et les Indochinois aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons pu, nous, les Noirs, les Arabes, les jaunes, comme on disait à l'époque, collaborer avec les Français pendant la colonisation, alors que nous étions en bas de l'échelle sociale. Pourquoi aujourd'hui, alors que nous sommes égaux, nous sommes tous Français, pourquoi on ne peut pas collaborer? C'est la mort. Quel mérite avons-nous de plus que les Algériens qui ont pris les armes pour aller casser la gueule à Hitler, qui n'était pas leur ennemi? Franchement, ils auraient dû, entre guillemets, ou se retourner contre la France. C'était le meilleur moyen. Contre les colonisateurs. Bien sûr. Attendez, l'ennemi de mon ennemi. Et vous avez aussi autre chose. Dans les grands résistants à la conquête française, il y a des figures extraordinaires. Il y a l'émir Abdelkader. Un homme d'État, mais c'est du Nasser. Là aussi, avec deux fois rien. Il a fait un État algérien, il a fait une monnaie, il a fait une capitale, il a inventé une manière de faire la guerre, il a unifié l'Algérie pour la première fois. Grand Algérien, grand homme. Grand Algérien, grand musulman, grand sunnite.
Absolument. Grand religieux, et il a très dur, parce que la guerre est brutale, hein, c'est pas un militant, hein, c'est pas un dîner de gala, comme disait un Mao. dîner de gala, mais quand il a perdu la guerre, voilà la noblesse, c'est ça qu'il faut Oui, il a dit une phrase, dites-le, Charles, en parlant de Louis-Napoléon. Il a dit 2 phrases, il a dit... Louis-Napoléon la France m'a vaincu. En fait, je n'ai pas perdu la guerre contre la France, j'ai perdu la guerre contre Louis-Napoléon. C'est ça. Et les Allemands, nos amis allemands dans l'Europe, hein, bien sûr, les Allemands ont envoyé une missive à Abdelkader qui était exilé en Syrie. Ils lui ont dit, écoute, nous on va attaquer la France en 70-71. Toi, tu dois avoir des problèmes avec la France puisqu'ils t'ont chassé d'Algérie. Travaille avec nous. Il leur a dit, je préfère que mes chevaux perdent leur crinière que de trahir la France. Alors que le mec, il a perdu son pays, tout ça. Quand il y a eu des guerres, il y a eu des problèmes déjà à l'époque à Damas, des émeutes entre musulmans et chrétiens à Damas, Abdelkader a ouvert sa maison aux chrétiens de Damas. Lui qui était, aujourd'hui, on dirait qu'il est un islamiste, parce qu'il était effectivement patron d'un homme de guerre, un grand guerrier. Un homme de guerre, et puis à l'époque, il n'y avait pas de communisme, il n'y avait pas de socialisme. La seule idéologie disponible pour lutter contre les chrétiens, c'était l'islam. Et ben, je dis, moi, aux jeunes des banlieues, tout ça, regardez vers Abdelkader au lieu de regarder vers un joueur de foot ou un rappeur. Abdelkader, c'est parce que c'est l'appel de notre sang. Nous avons une noblesse d'âme qui n'est pas la même que le féodal de d'Albi ou de Montauban. J'admets, mais c'est ça qu'il faut retrouver. Il y a eu des noblesses d'âme des deux côtés. Voilà. Il faut que les nobles d'âme des deux côtés se retrouvent. Tout à fait. Ça. Le roi Mohamed V, on ne peut pas le traiter de traître. Mohamed V a fait une lettre à l'IOT, il lui a dit « Je suis reconnaissant ». Et il a chassé les Français plus tard. Mais ce qui me tue aujourd'hui dans notre époque, c'est que nous avons fabriqué des hommes tellement faibles qui sont blancs ou noirs. Mohamed V, il a su chasser les Français et les remercier de et tout ce que vous dites, ce que vous décrivez, ce sont les béquilles des hommes faibles. Voilà. Et c'est ça qui fait que... Lucien, nous avons des auditeurs, je crois que nous avons Pierre-Alain. Beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. On a Pierre-Alain dans Gain-les-Bains. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Pierre-Alain. André, bonjour Driss. Merci de deux paroles à Driss, c'est formidable. Je voulais simplement dire que... on vous entend mal, c'est haché à Pierre-Alain. Mettez-vous dans un endroit où on vous entend bien. Oui, allez-y. Ça va mieux là ? Oui, allez-y. Je voulais dire, pour une fois, on peut vraiment dire qu'un immigré est une vraie chance pour la France quand on entend Driss. Et ça fait plaisir de voir que cette maxime qui est souvent galvaudée est totalement justifiée en l'occurrence, et que vous avez le courage de lui donner la parole. Donc bravo, merci à vous et continuez. Ma question était simplement à Driss. Oui. Comment se fait-il que ce langage qu'il arrive à tenir avec vous, devant vous et devant les auditeurs Sud Radio, est-ce qu'il va pouvoir s'exprimer aussi dans d'autres radios, vers d'autres publics ? Et sinon, qu'est-ce qu'il en pense ? Et pourquoi ce ne serait pas possible que cette parole à la fois de justice et d'intelligence, hein, puisque le monde n'est pas blanc ou noir, et c'est ce qui nous explique. Hein. Bien sûr. On en a marre d'être pris pour des gens qui sont des interrupteurs on-off, blanc, noir, méchant, gentil. Et je pense que son message, il est d'abord celui-là. Et je voudrais savoir s'il espère pouvoir le porter sur d'autres ondes et qu'on puisse avoir le plaisir de l'entendre. Driss Ghali. Merci. Je remercie Pierre-Alain. Pierre-Alain. Moi, je suis à disposition, même pour aller me faire battre. Hein. L'appel est lancé au service public, payé par nos impôts, vos impôts. Vous êtes déjà passé d'ailleurs, ou en général vous êtes déjà passé? Non, les médias font un blackout, mais je crierai Nique la France, je serai invité partout, je serai peut-être même subventionné ou même reçu à l'Élysée. Et c'est comme ça. Et si vous chantez Pendez les Blancs, alors là, je serai open bar. Ah oui, je serai au Festival de Cannes, mais j'irai au Festival de Cannes, peut-être au Burger King, parce que j'ai pas les moyens, mais j'irai au Festival de Cannes. Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là, Écoute, ça a toujours été difficile de dire une vérité. Oui. Voilà. Et c'est tellement facile de servir un système qui coopte. Voilà. Donc je ne leur en veux pas. Moi, je veux juste dire qu'il faut qu'on soit tous utiles à notre pays. Et utile à ce pays, c'est dire la vérité sans être à quatre pattes.
Souvent, certains amis immigrés me disent « Ouais, tu veux plaire aux Français ». Mais si je voulais plaire aux Français, je crierais « Nique la France ». Bien sûr. Mais ce serait beaucoup plus facile. Je serais beaucoup plus facile, je serais partout. Je serais partout. Mais on ne fait pas ça pour plaire, on fait ça pour regarder le bon Dieu le jour du jugement dernier et surtout par loyauté envers nos amis. Et oui, et la vraie loyauté, c'est celle-là, c'est pas celle de s'accroupir et de ramper. Justement. Et vous n'avez pas besoin de baise-main, de béni-oui-oui, comme on dit chez moi. C'est pas ça. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite avec Driss Ghali pour son livre Une contre-histoire de la colonisation française. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Driss Ghali pour son livre Une contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Sylvie de Bordeaux. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour André Berkoff. Merci pour votre émission, pour vos émissions. Et merci à Driss Ghali pour son livre que je vais m'empresser d'acheter. Donc moi, je suis une pied noire. J'ai vécu 20 ans à Casablanca. Je suis issue de parents pieds noirs d'Algérie. Et j'ai trouvé, et bien sûr, Casablanca était une ville merveilleuse avec plein d'infrastructures, comme le Maroc en général. Et j'ai toujours regretté qu'on fasse ce mea culpa, parce que je ne voyais pas en quoi nous, les Français, nous étions responsables. Je trouvais que nous vivions en harmonie et dans un beau pays que les Français ont contribué à construire. Et donc je suis ravie de ces propos, de ces vérités que j'étais impatiente d'entendre. Merci en tout cas de les avoir tenus. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez une question à poser à Driss Ghali, Sylvie? Pas vraiment. Je suis vraiment en accord avec tout ce que j'ai entendu. Et je vais l'être davantage après avoir lu l'ouvrage, j'en suis sûre. Ah, lisez-le, ça c'est clair, il faut le lire. Merci bien, merci à tous les deux. Driss Ghali, merci à vous Sylvie, de nous suivre. Driss Ghali, est-ce que, par ailleurs, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, justement, vous en parlez, il y a plusieurs passages dans ton livre, il faudrait passer quelques heures à le citer, mais encore une fois, lisez-le. Vous dites, quelque part, il y a eu surtout les deux, je parle de la partie 5 et 6, on a parlé du que faire, mais il y a deux, je voudrais revenir. En fait, est-ce que la décolonisation, la manière dont ça s'est fait, a ouvert la voie à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que en fait, on peut pas avoir une gestion, les choses se passent comme elles se passent, hein, et surtout, est-ce que c'est ça qui a fait que l'Empire contre-attaque, comme on dit, de Maghreb et en Afrique? Est-ce que la décolonisation, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on en parle encore, est-ce que, enfin, c'est facile à dire, ça aurait pu être géré autrement, mais quand même. Je peux revenir sur le message de Sylvie? Oui, bien sûr, bien sûr. Casablanca était la ville du Maroc la plus occidentalisée avec Tanger. Tanger, c'était un cas à part, c'était une ville internationale où il y avait plusieurs puissances coloniales. Ouais. Et à Casablanca, il y avait, je m'excuse Sylvie, mais elle le prendra très bien, il y avait une zone de la prostitution. Ça s'appelait le Bousbir. Ça venait de Monsieur Prosper, qui était le maître des lieux, qui a été exproprié. Prosper Youplaboum, c'est les chansons, oui. Donc le Bousbir était un quartier de la prostitution avec, à la française, hein, avec le cartésien, le dispensaire, la gendarmerie, la banque, enfermés pour pas choquer les musulmans. Ah d'accord. On ne voyait pas les filles, il fallait rentrer dedans. Clos de mur, un ghetto. La mairie de Saïgon, si ma mémoire est bonne, dans les années 30, a envoyé une équipe, une délégation, pour observer la gestion à Casablanca. À Casablanca, parce qu'ils ont dit, vous êtes le modèle, parce que nous, à Saïgon, nous n'arrivons pas à contrôler les filles et le scandale public. Bon, ça n'a pas pu être appliqué parce que le milieu vietnamien n'a pas permis. N'a pas permis. Voilà, c'est ça. Je vous dis, la contre-histoire, c'est aussi ça. C'est plein d'histoires comme ça. Pour au fait, ce qui s'est passé dans les décolonisations, il y a eu en germe, enfin, il y a deux choses. Il y a des choses qui sont du fait de la France, des erreurs de la France, on va dire, et des erreurs des pays du Sud. La France a souvent abandonné les colonies et abandonné ses amis. En Algérie, évidemment, les harkis du Vietnam, mais souvent, elle a abandonné aussi ses amis au Maroc, en Tunisie, hein, les gens qui ont collaboré avec elle. Donc, et les abandonnant dans des circonstances pas toujours glorieuses, c'est le moins que l'on puisse dire. Glorieuses. Elle a même abandonné les pieds noirs, parce qu'il y a eu des massacres au Maroc après l'indépendance, à Meknès, en 1956. Ouais. Est-ce que c'est les changements de régime? La police n'est plus la française, mais bon. Mais c'était alors que à Meknès, qui est une ville où il y avait la plus grande base de France hors de France, hein, ils n'ont pas bougé. Ou ils ont bougé en retard. Voilà. Donc on a appris la lâcheté administrative à la décolonisation.
Parce que c'est le pas de vague. Oui, c'est ça. On a aussi fait preuve de naïveté, notamment avec les Algériens. J'aime beaucoup l'Algérie, ils ont inventé le rail, ma mère est de l'Est du Maroc, moi j'ai aucun problème. Mais avec l'Algérie, la France, de Gaulle, hein, c'est pas Macron. Hein. Oui. On a été des bisounours. On a accepté tout de suite une grande immigration algérienne. La France a avancé l'argent qui tient encore la loi de 68. Hein. Bien sûr. On n'a pas demandé aux Algériens de retrouver les Français enlevés après l'indépendance algérienne. Enlevés, on ne sait pas où ils sont. C'est une ignominie. Et c'est De Gaulle. Hein. C'est pas les gens qui nous gouvernent maintenant. Ça ne nous attendrait pas. Ça venait de Macron. Là, ça vient de Gaulle. Donc ça, donc dedans, il y a les germes d'une médiocrité française qui n'est pas à la hauteur de la France. Du côté du Sud, le pouvoir a été donné aux élites qui étaient là. Ces élites-là, elles ont essayé de faire ce qu'elles ont pu. Même en Algérie, même le FLN qu'on peut critiquer, mais ils n'ont pas pu. Et les Noirs, les Africains, ils ont fait le parti unique, qui était une très bonne idée pour éviter les guerres ethniques. Au Fouet-de-Boigny. Oui, parce qu'il y avait des guerres tribales, et ils ont trouvé l'État quand même. Il y avait un État. Voilà. Dès qu'on a fait la Baule et tout ça, dès qu'on a démocratisé l'Afrique, on a un retour des horreurs ethniques et des problèmes ethniques. Vous avez aujourd'hui, comme le dit Lugan, la politique est ethnique en Afrique. Au Maghreb, tout ça, le Hassan II, tout ça, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Bourguiba, parti unique, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Le problème, et c'est la thèse de mon livre, la civilisation a retrouvé son dernier mot. Parce que la France partie, la modernité partie, est revenue la civilisation tribale, africaine et arabe, avec sa beauté. Vous êtes reçus au Maroc à des méchouis. C'est sûr. Mais sa beauté, mais ses gouffres. Ses gouffres, la corruption, le goût de l'injustice. Nous n'aimons pas l'égalité en Afrique. Nous n'aimons pas l'égalité. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'empathie hors du milieu tribal. Ce qu'a donné la catastrophe algérienne, dans une certaine façon, le sous-développement du Maroc aujourd'hui, de la Tunisie. C'est-à-dire que le Maroc, mon pays, comme ça, mes amis algériens vont être contents. On n'arrête pas de mettre de l'argent. Le TGV, les barrages, c'est très bien, je ne suis pas contre. Ah oui. Les trottoirs de la ville de Rabat sont 10 000 fois plus propres que les trottoirs de Madame Hidalgo. Mais le pays ne bouge pas, parce que la civilisation marocaine ne veut pas bouger. Nous ne voulons pas changer. Vous voulez dire, elle est restée quelque part tribale, quand même. Enfin, elle est monarchiste, bon, il y a le roi, etc. Heureusement, la monarchie correspond à notre inconscient collectif, c'est pas le problème. Mais comment vous expliquez, pardon, on va parler un peu d'Algérie. Driss Ghali, comment vous expliquez quand même l'accaparement du pouvoir des généraux et puis cette corruption quand même hallucinante? L'Algérie est le pays le plus riche d'Afrique, enfin en tout cas d'Afrique du Nord, etc. Alors, bon, comment vous expliquez? Oui, on n'explique pas la nature humaine, mais enfin, comment ça se fait que c'est resté comme ça depuis maintenant des décennies et que ça continue? C'est une histoire formidable. Il y a deux niveaux d'explication. Il y a le niveau d'explication qui est de dire que le FLN est un parti de gauche magnifique. Ce sont des jacobins, des sans-culottes, des tueurs. Vous voir ce qu'ils ont fait aux Pieds Noirs et aux soldats français pendant la guerre de libération. Aux Pieds Noirs surtout, parce que c'était des civils innocents. Donc ce parti de tueurs, avec des exceptions magnifiques comme Boudiaf, pour lequel je vois un culte, c'est pas le problème. Il se comporte comme une mafia. Donc il a mis l'Algérie en coupe réglée. Et puis il a besoin de la France comme l'ennemi pour pouvoir dire c'est pas moi, même si moi je vole, j'ai la confiture qui me tombe de la bouche, c'est pas ma faute, c'est celle des Français. Mais surtout, au fin fond du problème algérien, et là la France est un peu responsable, il y a eu la destruction des élites traditionnelles algériennes. La France, quand elle a conquis l'Algérie, elle a tué ou neutralisé les vieux caïds, les vieux cheikhs, la noblesse algérienne. Au Maroc et en Tunisie, grâce à l'IOT notamment, elle a gardé. Donc nous avons pu garder des courroies de transmission. Merci Driss Ghali, on pourrait en parler pendant des heures. Et encore une fois, je vous recommande ce livre, vraiment. Si vous voulez comprendre encore mieux, vous informer sur ce qui s'est passé depuis ces 2 siècles, la contre-histoire de la colonisation française a vraiment à ne pas rater.